Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe et dans le Pré. Aujourd'hui, j'invite Hélène qui va se présenter et qui va donner son opinion sur un peu l'avenir du modèle agricole en lien avec la chimie. Je te donne la parole, Hélène, tu peux te présenter. Ouais, bah bonjour à tous. Salut Philippe, merci. En fait, moi, je suis une pièce rapportée. Je suis une Nima, bien que mon grand-père était maraîcher en Saône-et-Loire. Donc, je suis pas vraiment Nima. Voilà. Bon, après, tout le monde a un peu des agriculteurs dans sa famille. En France, quand même, c'est assez courant. Mais moi, j'ai travaillé d'abord dans la finance. Et après, je suis partie dans l'environnement, dans des institutions, quoi, au WWF. Et puis après, à Bruxelles. Voilà, j'étais lobbyiste pour faire de l'écologie à Bruxelles. Autant vous dire que c'était pas une mince affaire. Et du coup, comme j'ai vu que je pourrais pas faire grand-chose à part beaucoup de blabla, je me suis dit bon, Hélène, l'écologie, ça a l'air quand même d'être beaucoup l'agriculture finalement, même si on le sait peu là, tous les gens qui sont en ville et qui sont sur la décarbonation, ils sont très déconnectés. Hein, c'était aussi mon cas quoi. Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose avec l'agriculture, donc j'ai quitté Bruxelles et je suis partie m'installer là où j'ai pu, où c'était pas trop cher, dans la diagonale du vide. Et j'ai commencé à faire de l'agriculture toute seule par moi-même. Donc c'était pas facile, hein, oh là là. En plus, je suis dans des conditions très difficiles, pas du tout propices au maraîchage. C'est des conditions vraiment propices à l'élevage, là où je vis. Je vis au centre Bourgogne. Et donc voilà, d'abord j'ai fait 3 ans de maraîchage toute seule, une aventure, et après j'ai décidé quand même d'aller vraiment dans le milieu agricole. Et donc j'ai fait un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, un BPREA. C'est pour les comme moi là qui se reconvertissent en maraîchage biologique au lycée agricole à côté de chez moi. Donc j'ai fait ça pendant 1 an où j'ai fait une spécialisation en semences parce que ça me paraissait important, la semence et intéressant. Et puis après, je me suis pas installée parce qu'il s'est trouvé que je me suis rendu compte qu'en fait aujourd'hui, si tout allait mal en agriculture et si tout allait mal dans l'écologie et aussi nous, hein, qui sommes tous un peu en train de tomber malades, hein, ça fait un peu peur honnêtement. Il y avait un point commun finalement à tout ça qui était un gros non-dit et qui est en fait les pesticides quoi. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet des pesticides, à me rendre compte du niveau de lobbying très puissant, voilà, comment ça marche, la toxicité et les très nombreuses conséquences que ça a. Et d'ailleurs, souvent, je me suis rendu compte qu'on attribuait des problèmes à d'autres causes par méconnaissance ou bien en fait parce qu'il y a des lobbies que ça arrange et qui se débrouillent pour qu'on mette qu'on mette la plupart des problèmes sur d'autres causes. Et donc, ça m'a amené, voilà, à apprendre énormément par moi-même, à la fois l'agriculture, mais aussi tout ce sujet énorme des pesticides, parce qu'en fait, voilà, personne ne sait vraiment exactement de quoi il s'agit, comment ça marche, quelles sont les conséquences. C'est quand même un truc super obscur, et c'est encore plus vrai chez les gens en bio, qui finalement connaissent encore moins bien le sujet que les autres. Et dans le fond, c'est bien normal, et heureusement. Et voilà, et donc j'ai commencé à donner des conférences sur les pesticides parce qu'on est tellement peu nombreux en fait à connaître ce sujet que ça m'a amené à parler voilà des pesticides, de l'extinction de masse, du problème agricole, de l'empoisonnement de toute la population. Il faut dire les mots, c'est un fait. Et voilà, et donc je fais de l'agriculture vivrière chez moi et j'essaye de produire mes semences. Ce qui est très difficile. Hein. Pour la première fois l'année dernière, j'ai fait ma première récolte de semences de carottes. J'avoue que j'étais pas peu fière parce que c'est vraiment difficile. Voilà. Et puis en même temps, je donne toutes ces conférences et je me suis vraiment engagée contre l'agrochimie pour qu'on arrête cette catastrophe globale autour de l'agrochimie. Et c'est comme ça que j'ai connu Philippe. En fait, voilà, en penchant sur le milieu agricole, j'ai vu qu'il y avait quand même pas beaucoup de gens qui essayaient de penser différemment, qui essayait de s'opposer au syndicat national agricole, qui est en fait directement le bras armé de l'agrochimie. Et donc, c'est voilà, c'est comme ça que je t'ai découvert, Philippe, et puis on s'est croisés à différents événements, et c'est comme ça que je suis arrivée là aujourd'hui. Voilà. Et comment, là on refera d'autres émissions parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire en une émission, mais comment on peut convaincre les agriculteurs? Les agriculteurs, ils ont peur d'être privés d'outils pour intervenir sur leur culture.
il y a un problème de revenus et ils sont inquiets. En fait, ça vient pas de ça, hein, ça vient de l'agroalimentaire et du modèle. Il n'y a pas de répartition de la valeur, mais ils ont peur qu'on leur mette des contraintes en disant quelque part, bah tiens, Hélène, tu es en train de leur dire que ils vont pas avoir le droit de travailler de cette façon-là. Donc eux, ils sont perdus parce qu'ils disent, bah oui, mais comment on va faire pour sauver nos cultures? Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, ouais, je comprends. Alors en fait, c'est si on remonte un petit peu plus loin quand même, en gros, c'est quand même le général de Gaulle qui, à la sortie de la guerre, a recyclé. Bon, c'est quelque chose de global. En fait, on a recyclé du militaire Oui, dans du civil, notamment dans l'agriculture, hein, parce que le phosphore et l'azote, c'était quand même des explosifs. On s'est rendu compte que, bah, dis donc, c'était bien utile aussi en agriculture, surtout si on déconstruisait toute la polyculture élevage, parce que d'un seul coup, il y a des gens qui ont besoin d'engrais, il y en a d'autres qui en ont trop, et finalement, on a fabriqué des engrais de synthèse, alors qu'à l'origine, on avait les engrais organiques, hein, la bouse de vache, je crois qu'il n'y a rien de mieux, et les maraîchers le savent très bien d'ailleurs. Surtout en bio. Mais tout ça pour dire que voilà, on a recyclé ces armes de guerre chimique qui étaient le gaz moutarde, le gaz sarin, qui sont des armes de guerre créées pour tuer d'abord des humains. Et on s'est tout de suite rendu compte que ça marchait hyper bien sur les insectes et surtout parce que justement, je vais en parler après, mais les modes d'action des pesticides agissent au niveau des cellules, au niveau cellulaire. Ça oui. détruit la membrane des cellules, ça détruit les noyaux des cellules, ça empêche les cellules de se reproduire, ça détruit les petites usines qui sont dans les cellules qu'on appelle les mitochondries, qui font la respiration et qu'utilisent ces cellules pour produire de l'énergie. Ça détruit, comme le glyphosate par exemple, hein, son mode d'action c'est détruit les acides aminés. Les acides aminés, c'est des protéines constitutif de toutes les cellules vivantes sur Terre. Hein, faut être clair là-dessus. Et donc, c'est l'intégralité de ce qui vit sur Terre qui est impacté par ces produits. Donc voilà, je vous ai donné un peu des exemples de modes d'action. Il y a, on va dire, 80% des modes d'action sont au niveau cellulaire. Et puis après, il y a des modes d'action qui sont au niveau des métabolismes, c'est-à-dire le métabolisme glucidique. Hein, on voit une explosion du diabète partout dans le monde. En fait, c'est complètement lié aux pesticides hein, et beaucoup moins finalement au sucre. Ce qui est toxique dans le sucre aujourd'hui, c'est surtout les pesticides qu'on met dedans. Voilà, mais ça, on n'en parle jamais. Enfin, je vais expliquer Et pourquoi après. Mais ça, ce que tu dis, c'est prouvé et chiffré, Hélène, ce que tu dis. ah bah, les modes d'action, c'est simple. Le fabricant, lorsqu'il fait sa demande d'autorisation de mise sur le marché, son AMM, Oui, auprès de l'ECHA au niveau européen, oui, l'organisme européen des produits chimiques, hein, tout ça, ça rentre dans une réglementation qui s'appelle REACH, la réglementation sur les produits chimiques. bien sûr. Donc voilà, les produits sont validés par l'EFSA et mis sur le marché par l'EFSA, et ensuite, par l'ECHA, excusez-moi, et ensuite l'EFSA, qui est Oui, l'ANSES européenne, European Food Sanity, etc., elle va dire oui, on l'autorise comme pesticide avec telle dose journalière admissible, etc., etc., etc. Lorsque le fabricant, qui est le seul à produire de la donnée lors de l'autorisation de mise sur le marché, ça veut dire que c'est lui qui fait les tests, c'est lui qui dit ce qu'il y a dedans, c'est lui parce que là on parlait de quoi là, c'était, tu me demandais, parce que là j'étais partie sur autre chose dans ma tête, mais lors de l'autorisation de mise sur le, oui, il donne les modes d'action, c'est-à-dire que c'est le fabricant lui-même qui dit glyphosate, substance active, produit Roundup par exemple, mode d'action inhibe et détruit les acides aminés. C'est eux qui le disent, c'est écrit en toutes lettres. Et après, ils disent, voici la toxicité. On a fait des tests de quelques heures à quelques jours sur les abeilles et sur les rats. Et on remarque que à partir de tant de grammes de glyphosate, la moitié de la population testée est oui. morte, ce qui donne un indicateur de toxicité qui s'appelle la Little Dose 50. Ça veut dire dose létale de 50% de la population testée. Et donc, après, tout est fourni par le fabricant lui-même. C'est-à-dire que du coup, dire que le glyphosate détruit les acides aminés, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, quoi, lorsqu'ils font leur demande d'autorisation de mise sur le marché. Et donc, en fait, quand on met sur le marché ces produits, l'objectif n'est pas de protéger les gens. Je veux dire, on sait très bien que c'est des armes de guerre chimiques créées pour tuer à l'origine, donc faut pas se moquer du monde quand même. On sait que c'est toxique pour tout ce qui vit sur Terre. Tu m'entends, Philippe? Oui, 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 il y Ouais, avait une parce que petite là, coupure. Oui, tu vas-y, m'entends vas-y. toujours ou pas? Oui, Voilà. oui, oui, je Donc on t'entends sait,
Parce que Voilà. si tu veux, là, comment il s'appelle? J'allais dire Belin, parce que il ressemble à Belin. Arnaud Rousseau, il s'appuie tous sur le fait de dire, s'il était là, il dirait, oui, mais madame, excusez-moi, mais on a les autorisations des autorités Et oui, sanitaires. bien sûr, et c'est tout à fait vrai. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est parce que la façon dont la réglementation et les autorisations de mise sur le marché fonctionnent sont biaisées et totalement inefficaces. À partir du moment où vous fabriquez quelque chose et que c'est vous qui fournissez les données pour qu'on autorise ce poison, parce qu'il faut dire les choses, il s'agit de poison, il y a forcément un problème. Déjà, il n'y a personne d'autre qui fait des tests que eux. Donc, en soi, c'est un problème. Vous n'allez pas dire mon produit est hyper dangereux si vous voulez le vendre. Vous voyez le souci. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu de la recherche scientifique indépendante qui s'est intéressée au sujet, ils se sont rendus compte que c'était évidemment beaucoup plus toxique que ce qu'avaient déclaré les fabricants, évidemment cancérogène, etc. En fait, ils essayent de faire croire, par exemple, qu'un insecticide ne serait toxique que sur les insectes, qu'un herbicide ne serait toxique que sur les herbes. Mais en fait, comme je vous ai dit avant, les modes d'action, ils sont au niveau des cellules. Tout ce qui vit sur Terre a une membrane cellulaire. Tout ce qui vit sur Terre a une mitochondrie qui fabrique son énergie, a des acides aminés, etc. Et donc, en fait, à partir du moment où on comprend le mode d'action qui est d'ailleurs fourni par le fabricant lui-même, il est absolument évident que c'est toxique pour tout ce qui vit sur Terre, ce qui explique qu'il y a une explosion d'Alzheimer, de Parkinson, des cancers, des malformations, des troubles du neurodéveloppement, des troubles, vous savez, de la concentration, de la lecture. Enfin, c'est multiple. Les conséquences sont absolument énormes puisque Et c'est du ça, poison. ce que tu dis, enfin, l'explosion, Parkinson, tout ça, sur le plan planétaire, tu peux le chiffrer et tu peux le prouver, ça. Bah là, alors moi, ce que je vous ai dit là, c'est toutes les maladies agricoles reconnues. Il y en a 5 ou 6. Là, Oui, au moins, il y a un lien clair et ils peuvent pas dire non, c'est pas vrai. En fait, ce qu'il faut dire aussi, pourquoi aujourd'hui l'EFSA arrive à réautoriser le glyphosate en se oui, disant on ne sait pas si c'est cancérogène, alors oui. que en fait on sait très bien que c'est cancérogène. Ça a été en fait démontré pratiquement dès la mise sur le marché du glyphosate dans les années 70 en réalité. Ce qui se passe, c'est que au fil des décennies, on a baissé les budgets de l'État de financement de la recherche. C'est les lois pluriannuelles de programmation de la recherche. Les budgets de l'État n'ont fait que baisser. Qui remplace Qui remplace le financement de la recherche? Eh bien, je vous le donne en mille. Sur l'environnement, la santé et l'agriculture, évidemment que c'est l'agrochimie qui finance. Et donc, au fil du temps, l'agrochimie a eu de plus en plus la main sur la recherche scientifique. Je ne sais pas si vous voyez la gravité du problème. Si, si, si. Voilà, et c'est vrai aussi sur les institutions environnementales en réalité. Hein. Toutes les institutions environnementales de l'ONU sont totalement infiltrées par l'agrochimie. Bayer est dans tous les groupes de discussion du GIEC et de son équivalent sur la biodiversité qui s'appelle l'IPBES. Ils prennent part aux négociations. Ils se présentent même comme la solution. Puis en plus, c'est très bien. Vous savez, comme il va y avoir un réchauffement, il faut absolument faire des OGM et mettre encore plus de pesticides, messieurs, dames, parce que sinon, on va tous mourir de faim, bien sûr. Et donc, en finançant la recherche, ils ont pu, on dit, la dévoyer, Ben oui. c'est-à-dire lui faire dire ce qui les intéresse et ne surtout pas lui faire dire ce qui ne les intéresse pas. L'exemple vraiment typique de ça, c'est non, 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 les colonies d'abeilles ne s'effondrent pas à cause des insecticides. On a vraiment des drôles d'idées, nous. Est-ce que ce ne seraient pas les insecticides qui tueraient les insectes? Non, 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 monsieur, dame. Ce qui tue les abeilles, c'est le frelon asiatique, le varroa, le réchauffement climatique, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais ah oui, peut-être un peu les pesticides, mais oh non, c'est juste un facteur parmi d'autres. Et c'est vraiment ça la stratégie qui a été employée. Et c'est d'ailleurs une stratégie qui a été utilisée par les marchands de tabac Oui. qui ont, pendant des décennies, voilà, dit non, non, c'est pas la cigarette qui donne le cancer du poumon, c'est la fumée de la cheminée chez les gens, les boulangers, c'est la fumée, c'est les poussières de la farine, oh, puis il y a le radon, c'est un gaz hyper toxique, attention, messieurs, dames. Et donc, ils ont financé la recherche comme ça les arrangeait, et là, c'est ça qui se produit sur les pesticides à une échelle encore beaucoup plus énorme Oui. que ce qu'il y a sur le tabac. Et donc, depuis le début des années 80, ils ont financé des choses qui disent non, non, messieurs, dames, le problème, c'est tout ce que vous voulez, mais pas ça. Et donc, même s'il y a de la recherche indépendante, aujourd'hui, elle représente une partie ridiculement petite dans ce qui est produit. Ah ben Et oui.
prend en compte toute la recherche réglementaire, c'est-à-dire tout ce que produisent les fabricants dans le cadre des autorisations de mise sur le marché. Donc déjà, ça, c'est 60% du total, donc c'est 100% Bayer, BASF et Syngenta. Et ensuite, ils prennent de la recherche académique qui, elle, est aussi en partie financée par l'agrochimie, puisqu'il n'y a plus d'argent public pour financer. Et à la fin, il reste 3 fois rien de recherche vraiment indépendante. Et donc, comme l'EFSA, ils font un résumé de tout ce qui existe Ah sur la oui, toxicité du glyphosate, ils disent on ne sait pas, alors que c'est très clair depuis les années 70. Et donc, évidemment, Arnaud Rousseau, il dit ça, c'est de bonne guerre, en fait. Moi, j'aurais été à sa place, je dirais la même chose. ah oui. Évidemment que l'EFSA autorise, moi, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas scientifique. Et donc, ça dit une chose, ça dit en réalité que on a un problème puisque la recherche est massivement dévoyée, que tous les organismes environnementaux sont infiltrés par l'agrochimie, en fait, depuis le départ. Hein. BASF était co-créateur des objectifs de développement durable de l'ONU, donc je ne sais pas si vous voyez le problème. Et ils ont réussi à tout instrumentaliser, à faire feu de tout bois. Et donc aujourd'hui, le pesticide, c'est le gros non-dit. Et le problème, c'est toujours le réchauffement climatique, ce que vous voulez, mais ce sera jamais ça. Alors qu'en fait, c'est des poisons créés pour tuer. Si on prend l'exemple des néonicotinoïdes, ils sont toxiques au nanogramme sur les abeilles. Un nanogramme, c'est un milliardième de gramme. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se représenter, en tout cas moi, j'ai beaucoup de mal à me représenter ce qu'est un milliardième de gramme. L'acétamipride, c'est 0,04 microgrammes, c'est 4 nanogrammes pour tuer une abeille. Donc, quand on est en train de dire qu'on met, par exemple, en 2022, 41 800 tonnes de pesticides de synthèse, là, je sors tout ce qui est bio. Si vous voulez, après, on pourra parler de la différence entre ce qui est autorisé en bio et les pesticides de synthèse. Ça n'a rien à voir, hein. Évidemment, si c'est autorisé en bio, c'est bien que ça ait une toxicité absolument ridicule en comparaison avec les pesticides de synthèse, et surtout les pesticides de synthèse persistent parce que comme ils sont fabriqués de la main de l'homme, c'est des substances qui ne sont pas dégradables par la nature et le vivant puisque c'est des nouvelles substances qu'on invente et donc elles persistent dans l'environnement de quelques siècles jusqu'à l'éternité pour certaines substances qui sont dites totalement chimiquement stables, c'est-à-dire totalement inaltérables. Donc tout ça s'accumule depuis des décennies, ne disparaît pas dans l'univers, d'accord? Et donc, quand on met 41 000 tonnes par an, en fait, c'est plus. En 2022, bon, c'était 41 000, c'est le moins qu'on ait jamais mis. Mais comme la toxicité ne fait qu'augmenter au fil des décennies, et c'est là qu'on va arriver à notre sujet qui nous avait fait mettre en contact, toi et moi, c'est que plus le temps passe, plus la toxicité est importante. Donc, si on dit qu'on a mis 41 800 tonnes en France en 2022, imaginez si c'est toxique au nanogramme. En fait, on est en train de dire qu'on a mis 41 milliards de doses toxiques. Là, c'est ça, là, qu'on est en train de dire. Et donc, vous comprenez bien que tous les autres phénomènes et problèmes à côté sont ridiculement Ah, petits en comparaison avec l'impact des pesticides. La biodiversité, elle a connu des planètes beaucoup plus chaudes, elle a connu des extinctions, des éruptions volcaniques, des la, la, météorites. la, la planète, elle a connu des mouvements bien plus importants que ça. Et malgré ça, on est dans l'extinction la plus rapide qu'il n'y ait jamais eu sur Terre. L'extinction de masse qu'on observe aujourd'hui, elle est 1000 à 10 000 fois plus rapide que les précédentes. Je vous cite quelques chiffres, hein. Vous savez ou pas, mais qu'on a perdu 70% de la biomasse, donc du vivant en poids de vertébrés dans le monde en 50 ans. D'accord? Donc, alors que la déforestation, elle date pas d'il y a 50 ans. Et bien pire que ça, on a perdu 80% des insectes dans les zones protégées européennes, c'est-à-dire les forêts européennes, sur les 30 dernières années. Donc ça veut dire que même dans les forêts, parce que vous savez, on cite très souvent la perte des espaces de vie comme le facteur numéro un de perte de Oui. biodiversité. Or là, dans les forêts, tout est en train de s'effondrer aussi. Et ça, en fait, c'est venu démontrer que c'était pas ça le problème, qu'il y avait un empoisonnement diffus et global qui était en fait à la racine de cet effondrement global de la biodiversité. Et donc, ce qui nous avait amené à vouloir en discuter tous les deux en live, pourquoi en fait est-ce qu'on a besoin de pesticides et quel lien ça a avec les épidémies? Bon, on a besoin de pesticides parce que quand on cultive une seule culture sur d'assez grandes surfaces, Oui. eh bien fatalement, on cultive aussi
On les appelle les ravageurs, mais bon, prenons l'exemple de la pomme de terre. On fait de la pomme de terre, et puis après quelques années, il y a des doryphores. Et puis, il y a de plus en plus de doryphores parce qu'on nourrit les doryphores. Ils sont bien, là, ils sont contents, ils ont plein de bouffe, c'est super. Et puis, qu'on a réduit la diversité des plantes, et donc d'autres insectes, d'autres prédateurs qui mangeaient autre chose sont partis un petit peu plus loin, etc., etc. Bon, donc, d'un seul coup, en faisant de l'agriculture, on cultive aussi nos propres ravageurs. Sauf qu'il y a deux problèmes qui sont venus s'additionner. On s'est mis à cultiver des cultures génétiquement pratiquement identiques, c'est-à-dire des semences hybrides F1, brevetées par ailleurs par l'agrochimie, bon, ou l'imagrin qui reste quand même une exception. Et le fait que ces cultures soient génétiquement pratiquement clonées, même si l'hybridation F1, ce n'est pas un clonage au sens technique du terme, mais l'appauvrissement génétique est tel qu'en fait, c'est pratiquement des clones. Oui. Et vous voyez le problème, c'est que avec le Covid, les gens ont bien vu ça. Heureusement que les humains ont un patrimoine génétique très diversifié, parce que si on avait tous le même patrimoine génétique et qu'on avait été sensible au Covid, on serait tous morts. C'est bien parce qu'il y a une grande variabilité génétique au sein des populations. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de biodiversité en réalité. C'est parce qu'il y a une diversité immense au sein des populations des espèces. C'est pas à cause des espèces. L'évolution, elle se fait par la sélection d'individus au sein d'espèces. Ok. Et donc, cette diversité génétique, elle est fondamentale. Quand vous avez tous les mêmes gènes, vous allez tous être malades, tous être sensibles aux mêmes choses. Et donc, on démultiplie ce problème, en fait, inhérent à l'agriculture par l'uniformisation génétique. Et c'est aussi vrai en élevage, hein. C'est aussi vrai en élevage, puisque aujourd'hui, il y a eu, je sais plus en fait sur quelle race, vous savez mieux que moi, vous les éleveurs, mais je crois que c'est en vache laitière, il y a eu un mâle dont on a congelé les spermatozoïdes et qui aujourd'hui représente la moitié de la population de cette race de vache. Et donc là aussi, il y a une uniformisation génétique. Et donc forcément, euh, tout le monde tombe un peu malade des mêmes choses. Mais c'est pas ça, c'est aussi un effet secondaire. Exactement comme avant, je disais que nos membranes cellulaires, elles sont plus fines à cause des pesticides. On sait que les virus et les bactéries rentrent beaucoup plus facilement, de fait, du coup, dans les cellules vivantes. Donc il y a plein d'effets, mais c'est surtout que vous mettez votre produit anti-doryphore, vous allez tuer à peu près tout ce qui bouge et il va rester que ce qui est résistant. Parce que dans toutes les populations variées d'individus au sein d'une espèce, il y a toujours une petite partie minuscule, mais elle existe quand même, qui est résistante. Soit elle était résistante à la base, soit des mutations s'opèrent, de l'épigénétique, de l'adaptation arrive, et plus le temps passe, plus vous allez avoir un phénomène de résistance, exactement comme ce que nous racontait la sécurité sociale avec les antibiotiques. C'est pas automatique, parce que justement, on a créé une antibiorésistance massive. Et juste d'ailleurs pour info, les pesticides à 85% d'entre eux sont aussi des antibiotiques. S'il y a une antibiorésistance massive partout de Escherichia coli, des salmonelles et de listeria, c'est d'abord à cause des pesticides, bien avant les médicaments qu'on prescrit aux humains, aux animaux d'élevage et de compagnie, parce que on met 100 fois plus d'antibiotiques dans la nature sous la forme de pesticides que ce qu'on prescrit aux gens. Hein. Donc, mais c'est de votre faute, messieurs, dames, c'est jamais de la faute de l'agrochimie, bien sûr. Bref, mais tout ça pour dire que, en fait, vous tuez tout et il va rester des résistants. Et donc, vous allez devoir sans arrêt changer de produit, augmenter les doses du produit, augmenter la toxicité du produit. Et en fait, ça ne changera rien parce qu'il y aura toujours des résistants. Et ces résistants, ils vont se reproduire et au bout d'un moment, il n'y a plus de solution. On n'a plus de produits qui marchent. Et là, on rentre dans une spirale de l'enfer, en fait. Et c'est ça qui est en train de se produire. C'est qu'aujourd'hui, on a plus que des trucs résistants aux péritrinoïdes, par exemple, qui ont été les pesticides numéro un le plus utilisés pendant des décennies. On les utilise d'ailleurs encore toujours aujourd'hui. Mais si vous voulez, le moustique tigre, pourquoi il envahit partout? Parce qu'il est résistant aux péritrinoïdes. La mouche Suzuki qui transporte la fièvre... oh là là, j'ai pas révisé, La fièvre excusez-moi, j'avais catarrhale, du monde non? à la maison. La fièvre catarrhale, non, pas celle-là. Je sais plus quelle fièvre bovine, mais en tout cas, une des fièvres bovines est transportée par Ou la la mouche fièvre Suzuki. afteuse. La fièvre afteuse, non, pas celle-là. Ouais, alors les éleveurs, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y a cette fameuse, un drosophile nommé Suzuki. Comme par hasard, c'est encore un méchant asiatique, hein, parce que
on joue beaucoup sur ces leviers d'invasifs, mais dans le vivant, tout est invasif. Il y a 12 000 ans ici, il n'y avait rien à bouffer. C'est bien les humains qui ont ramené des semences et qu'on fait de l'agriculture. Sinon, on mangerait des glands de chêne et de la bruyère. Ce serait pas très gai quand même. Voilà. Donc, en fait, toutes ces notions d'espèces invasives n'ont aucun sens. Le vivant, par définition, est invasif et va dans toutes les niches écologiques qu'il peut conquérir. Mais ces drosophiles, ils sont devenus résistants aux pérétrinoïdes. Et c'est eux qui véhiculent des maladies. Il y a plein d'exemples. On a la bactérie Xylella fastidiosa, aussi surnommée la bactérie tueuse de l'olivier, qui en fait a un énorme problème aujourd'hui, puisqu'elle est devenue résistante à tout, que les oliviers sont à 80% totalement uniformisés, issus des mêmes souches, qu'on a greffés et donc forcément tous sensibles aux mêmes maladies. Et puis Xylella fastidiosa, il n'y a plus de solution. Les vecteurs sont tous résistants aux pesticides, la bactérie est résistante aux pesticides, et les techniciens disent aux agris, c'est le réchauffement, mon vieux, parce que Xylella fastidiosa provoque un dessèchement. Et en fait, c'est pas du tout à cause du réchauffement. Le problème, c'est qu'on a tellement tout empoisonné, tellement créé une sélection artificielle massive où il n'y a plus que les résistants, que là, on arrive au bout du système. En fait, on a plus de solution. Et donc, les agris sont dans une spirale infernale. Ils essayent sans arrêt. Maintenant, c'est carrément approche combinée. Maintenant, on fait carrément des pesticides avec différentes substances de synthèse qui ont différents modes d'action parce que oui, ça marche plus. Et en fait, on a déjà des coquelicots résistants. Le raie gras est complètement résistant au glyphosate. Je suis sûre qu'il y en a qui utilisent du glyphosate l'ont tous constaté. D'ailleurs, on le voit maintenant dans les champs. Là où avant, c'était bien propre, on voit de plus en plus que malgré le passage du glypho, il reste des choses. Ces choses, en fait, elles Et sont toutes devenues résistantes au glypho. les attaques de pucerons dans les champs de colza. Et donc, c'est ça, c'est l'uniformisation. Ces pucerons qui restent, en fait, ils sont résistants aux 3/4 des pesticides déjà utilisés. Sur les brassicas, le colza, les brassicacées, il y a un nombre. Ça fait tellement longtemps qu'on les cultive dans des quantités vraiment énormes et on a tellement mis de pesticides que même moi, au fin fond de ma forêt, tout est malade et en fait, on est dans des situations où il y a enfin, moi, je veux dire, si tu veux aujourd'hui faire de la brassica, alors évidemment, c'est pas possible en grande culture, mais tu es presque systématiquement obligé de mettre des filets et de prier pour que tu pas tous les pathogènes potentiels qui existent. Donc, la solution contre les pesticides, et je t'enverrai un compte de résultats d'Arvalis d'ailleurs que j'adore. Donc, Arvalis, on n'est On quand même pas pourra, sur les gros écolos. qu'on pourra, Arvalis, oui, l'Institut Arvalis, on technique du pourra, végétal. si tu m'envoies le lien, je peux le mettre dans les commentaires. Je te l'enverrai. Alors, je n'ai pas le lien, j'ai l'image, je te l'enverrai. Mais donc, Arvalis, l'Institut technique du végétal, qui sont quand même pas les gros écolos, et ni les gros agriculteurs en bio quand même, on en est même très très loin. Ils ont sorti des comptes de résultats où on voit très bien que, en fait, même si le chiffre d'affaires est supérieur en agriculture conventionnelle, comme là viennent s'ajouter tous les coûts des engrais de synthèse et des pesticides de synthèse, au final, la marge de l'agriculteur, elle est inférieure à un type qui est en bio, qui lui a zéro charge d'intrants de synthèse, et au final, bah, il a une marge qui est systématiquement supérieure en fait. Alors, Donc, on retrouve de tout. Il faudrait faire des moyennes chiffrées parce qu'en bio, en céréales, il y en a qui se ramassent complètement et qui ramassent rien du tout. Mais on retrouve de tout là-dedans. bon, en tout cas, moi, je suis allée en stage sur des exploitations en grandes céréales et fabacées, puisque du coup, comme les agris n'achètent pas d'entrants de synthèse, ils sont bien obligés de faire des rotations de fabacées pour Voilà. apporter de l'azote et de la matière organique, mais ça posait aucun problème. Et d'ailleurs, c'était même des semenciers, alors qu'en semence, il faut apporter des lots dans lesquels il n'y a aucune semence d'adventice. Donc, c'est un sacré défi technique. Mais en fait, eux, ils ont toujours fait comme ça. Pour eux, c'est même pas un défi technique, puisqu'ils ne connaissent rien d'autre que l'agriculture biologique. En fait, la solution, elle est dans des variétés populations Oui. avec une grande diversité génétique, faire ses semences de ferme, penser son assolement en faisant des rotations. Et voilà, à la fois, on change d'endroit et à la fois, à l'intérieur de cette espèce, il y a une très grande variabilité génétique. Et à ce moment-là, les attaques, elles restent ciblées sur des petits morceaux de la parcelle. Et c'est pas d'un seul coup toute la culture qui est génétiquement uniforme, qui tombe malade. Et donc, en plus, quand vous faites vos semences de ferme, du coup, vous allez sélectionner celles qui ont été résistantes à ces différents pathogènes. Vous avez, au-delà de l'adaptation au sol, au terroir, au climat, enfin, en fait, ce qu'on a perdu en biodiversité en Oui. agriculture, c'est énorme. On va les Avant, chaque associer. paysan.
On va les associer aux Exactement. conditions pédoclimatiques de l'agriculteur de la région. Et alors, Voilà. ce que je voulais dire, c'est que dans ces débats-là, souvent, il oppose des conventionnels au bio. Mais ça n'a aucun sens. On peut très bien rester en conventionnel. Il y a plein de gens qui sont en conventionnel, qui travaillent de façon autonome. Ils sont comme des bio, mais ils s'appellent conventionnels. Ça n'a aucun sens. Bah, alors, moi, j'en ai beaucoup eu parce que je donne des conférences du coup sur les Ah oui, pesticides là partout en France. Bon, et au moment de l'effondrement de la bio, qui a quand même été une volonté politique, hein, parce que suite à la oui, déclaration de guerre en Ukraine, il n'y a pas eu l'effondrement de la bio en Allemagne, il n'y a pas eu dans les autres pays ce phénomène qu'on a vu en France. C'est parce qu'en France, le système agroalimentaire, c'est une chaîne extrêmement consanguine, oui. avec des très gros distributeurs qui ont la main mise, exactement comme sur les très grandes coopératives, quoi. Il n'y a que des majors qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres, et donc ils se sont mis tous d'accord pour que on allait tuer la bio. Bah, pour ça, c'est très simple, pour tirer tous les produits des supermarchés, hein, ça va très vite. Oui. Et en fait, du coup, j'ai eu beaucoup d'agris hein, qui venaient me voir en conférence et qui me disaient, tu sais, moi, en fait, ce que je fais, c'est du porc bio. Je pense à la Bretagne. J'étais en Bretagne, pas très loin du Léon. Et il me dit, mais moi, en fait, je fais du porc bio, mais comme là, il n'y a plus aucun débouché, mon porc bio, je le passe en porc conventionnel. Mais comme les prix ont incroyablement augmenté, en fait, et que nous, dans le bio, les coûts n'ont pas augmenté, je m'y retrouve très bien. Voilà ce qu'on m'a souvent dit, parce que c'est aussi ça l'avantage quand vous ne mettez pas d'engrais de synthèse, de pesticides de synthèse et que vous faites vos propres semences. Vous avez des coûts qui sont beaucoup moins volatiles en fait. Vous dépendez beaucoup moins des coûts de ce que vous achetez à l'extérieur, quoi. Oui, alors tu fais bien de me dire ça parce que ce que je voulais tenir, c'est que quand je fais des conférences internationales, je vois bien notamment avec les paysans sans terre au Brésil, on voit bien qu'on est en train de faire d'uniformiser l'alimentation au niveau mondial à travers l'agroalimentaire. C'est-à-dire que on veut uniformiser les gens, en gros, ça va être, ils vont manger du blé, du maïs, du riz et du soja. Point. Mhm. Et après, sur le coût de l'alimentation, alors, faut surtout pas rentrer dans le débat bio, biodynamie, conventionnel, ça veut rien dire du tout. Les gens qui font du mouton, qui font de l'allaitant, voire même de la vache laitière, il y a les trois quarts, ils sont pas bio, ils sont conventionnels, pas les trois quarts, 98%. Et il y en a qui ont des pratiques exactement pareilles que l'agriculture biologique. Et quand ils disent que le bio, alors ça veut rien dire encore une fois le bio, que les consommateurs ne peuvent pas l'acheter parce il est trop cher, on ne connaît pas le prix d'une tomate en conventionnel, ni le prix d'un poulet en conventionnel. On n'est pas capable de le dire, Bah, c'est puisqu'on est subventionné, dit Hélène, voilà. à 5 400 € de la seconde. Comment veux-tu donner le prix de la tomate? Moi, je ne peux pas te le donner. Bah, c'est au moins, en tout cas, moi je pense, fameux doigt mouillé, mais qui est très utilisé même dans mon ancien métier de la finance, quand on connaît bien un truc. Mais moi je pense que c'est au moins 5 fois facilement. C'est-à-dire que Oui. il est payé dans l'impôt des Français par la PAC. Après, il y a toutes les subventions hors PAC. Hein, c'est absolument énorme en fait aussi. Hein. Moi, je pense que j'ai jamais réussi à faire la liste complète parce que j'en découvre tout le C'est temps. au moins 85 milliards d'euros avec l'impact sur la flotte. On est incapable de dire de façon précise le coût Oui, d'une tomate parce que tout est subventionné. Hein, exactement. les primes PAC et tout, avec l'impact sur l'eau, c'est au moins 85 milliards d'euros. Et Bah oui, l'impact sur la santé, c'est au moins 85 milliards d'euros. Alors, si bah oui. avec ça, tu peux me donner le prix de la tomate, ben moi, je peux pas te le donner. Bah, c'est sûr. Non, et puis attends, il y a les CBO. Les CBO, ça part directement, encore une fois, dans la poche de on sait qui. Hein. Bref, même sur la bio, parce que bon, moi, je suis pas trop. C'est recoupé encore. Ah la vache. Je suis d'accord qu'il faut pas opposer bio et biodécharge. Tu m'entends ou pas? Ouais. Oui, oui, vas-y, là, c'est Un, reparti. un cahier des bio, même si on peut reprocher des trucs à la bio et c'est pas une religion, il y a quand même un cahier des charges qui dit qu'il n'y a pas d'intrants de Oui, synthèse. oui. Et ça, c'est quand même, en fait, pour moi, la souveraineté de l'agriculteur, la souveraineté de l'agriculture et la souveraineté de notre pays, si elle existe, elle commence quand même par ça. Elle commence par ces semences de ferme, pas d'intrants de synthèse, que ce Non, soit mais pesticide ce ou que je engrais. voulais te dire, où il y a un débat débile entre conventionnel et bio ou biodynamie, c'est qu'il y a énormément de paysans, il faudrait les chiffrer,
je pense, en production laitière, en allaitant, en mouton, qui n'utilisent pas de phytosanitaires. Ils n'ont pas le logo bio, mais en fait, ils ont des systèmes herbagés. Et les gars, ils sont comme... Tu comprends ce que je veux dire? Bon après, moi si, s'ils sont, sans produits de synthèse, en vrai, Oui, voilà. voilà, c'est écologique quoi, y a pas de problème. Après c'est juste pour pas trop perdre les consommateurs là, si parce qu'il y a peut-être des consommateurs qui nous regardent C'est ça. et voilà. Mais tout ça pour revenir au fait qu'en fait, si on culte, enfin aujourd'hui, si on a autant de problèmes, c'est parce que on a tué toute la biodiversité, que ce soit dans les champs, mais que ce soit aussi, il y a plus d'oiseaux pour manger les insectes, pour manger les vers nématodes. Et donc aujourd'hui, on arrive dans une situation qui est carrément extrême et qui fait qu'il y a des grandes zones en France où c'est devenu très difficile de faire de l'agriculture parce qu'on a largement empoisonné et que ça va mettre du temps à partir quand ça partira. Après, moi, j'ai parlé quand même avec plein d'agris qui se convertissent à la bio bon an mal an avec beaucoup d'embûches hein, parce que c'est pas le crédit agricole qui va vous aider, c'est même l'inverse hein, ils veulent à tout prix éviter que les agris reprennent leur souveraineté et leur autonomie parce que c'est ça la clé du sujet en fait, il est là. Eux ce qu'ils veulent c'est que les agris soient dépendants d'eux. Exactement, quand toi, tu as installé ton distributeur Sanders sur ta ferme, ça a été le début de la fin. Et c'est ça la stratégie, c'est de rendre les agris complètement dépendants. C'est Moi, je ça? connais pas toutes les cultures. L'agriculture, c'est trop compliqué, c'est trop varié, il y a trop de terroirs, trop de spécificités, etc. Exact. Exact. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même des filières en bio dans toutes les filières en France. Toutes les filières existent en agriculture biologique et ça démontre quand même que techniquement, c'est possible. C'est possible. La différence avec les pesticides, c'est que les pesticides, ça a eu une seule vertu, il me semble, qui a été de linéariser, de stabiliser les récoltes. C'est-à-dire qu'au Oui. lieu, là où avant, on avait un cycle de 3 années, moi c'est ça que j'ai lu, avec une excellente année bien au-dessus des attentes, une année moyenne et une très mauvaise année. Voilà. Il y avait ce cycle, hein, c'est bien pour ça qu'avant on conservait, on transformait, parce qu'on savait que c'est pas parce que cette année il y avait de la cerise qu'il y en aurait l'année prochaine. Et effectivement, les pesticides nous ont permis d'éviter ça, d'avoir tous les ans quelque chose de stable. Donc ça, évidemment, les financiers, ils aiment bien ça, vous voyez, parce qu'ils peuvent faire des prévisions, c'est pratique, on peut mesurer le risque facilement. Ils détestent ce qui est variable. Et de manière générale, on a construit une société aujourd'hui qui est horreur de la variabilité. Pourtant, le vivant et le climat, c'est que du variable. On le sait bien quand on fait de l'agriculture, quoi. Bon, donc, bien sûr Surtout, qu'il y a des années c'est- excellentes. Vas-y. surtout pour conforter ce que tu dis, que le modèle capitaliste, on peut s'apercevoir et vérifier qu'il y a une baisse tendancielle du taux de profit. Donc, eux, comme ils veulent des retours sur investissement à 2 chiffres, eux, ça ne les intéresse pas de gagner moins. Exactement. Exactement. Et en plus, enfin là, il y a quand même une réalité qui est que malgré tout, les rendements baissent. Malgré le fait que chaque année, des nouvelles semences hybrides F1 ont un rendement théorique toujours supérieur. Là, si on regarde les dernières variétés de blé, de paille, enfin, sur les dernières variétés, c'est du 140 quintals l'hectare en théorique. Je peux vous dire enfin, qu'on m'appelle. Celui qui fait 140 quintals l'hectare qui m'appelle. Et la réalité, c'est que malgré le fait que soi-disant les semences devraient faire X quintals l'hectare, les rendements baissent. Et si les rendements baissent aujourd'hui, c'est en fait parce que les écosystèmes, les agrosystèmes, ils sont complètement dysfonctionnels pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Bon, et alors, tu as dit un autre truc au début qui était moi, je suis agri, aujourd'hui, tu me prives de mes solutions. Et c'est vrai, c'est là que Ah le oui? problème, c'est que les agris de maintenant, là, les jeunes, là, moi, j'ai passé un an au lycée agricole, hein, j'étais la vieille du lycée agricole. Mais ils ont jamais rien connu d'autre, en fait, Non, que bah ce non. système-là. Bah non. Et ils ont perdu une grande partie des connaissances agronomiques. Moi, j'ai bien vu quand je parlais de faire ces semences de ferme, j'aurais dit qu'il fallait aller sur la Lune, c'était presque pareil, quoi. Oui, oui. Et je Par me contre, disais pourquoi. si tu leur parles du dernier modèle du tracteur Fenn tout Ah automatisé oui, avec le GPS, là, par contre, tu peux faire tout un après-midi avec eux, ils vont se régaler.
Exactement. Bon, et alors par contre sur la partie agronomie, bah il y a eu une grosse perte là qui est énorme, et en plus il y a la désinformation des techniciens qui passent toute la journée ou même dans les coopératives quoi, ou qui voilà, ou des coopératives ou qui passent directement sur les exploitations, qui racontent n'importe quoi aux agriculteurs qui les croient. En fait, moi je veux dire, je peux pas, c'est un peu ce que j'ai dit au début, comme quand le fait que c'est le général de Gaulle qui a décidé de dire aux agriculteurs maintenant vous allez faire du militaire parce que c'est ça, on a réutilisé tout ce, on a transformé les usines de chars d'assaut en usines de tracteurs, etc. Les agris, ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Aujourd'hui, ils sont massivement désinformés par des gens qui veulent gagner de l'argent sur leur dos, qu'on n'ont rien, que ce soit les coopératives, les techniciens, la FNSEA, l'agrochimie, hein, parce que le bout de la chaîne, c'est quand même toujours l'agrochimie. En fait, voilà, fait qu'aujourd'hui les agriculteurs sont désinformés, désemparés. Ils ont plus le savoir technique. Il faut aussi dire que pour beaucoup, les pesticides restent perçus comme un progrès, comme de la Oui, science et du tout progrès. à fait. Tout à fait. Et ça, c'est pas que chez les agriculteurs, c'est global dans notre civilisation et c'est très vrai aussi dans le monde scientifique. Et c'est là qu'on a un conflit et qu'on a un problème parce que la réalité, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, le QI baisse de manière importante, qu'on voit bien que les gamins ça va pas, que s'ils arrivent plus à l'école, c'est pas juste les écrans, il y a quand même un problème beaucoup plus global, on le sent bien. Et en fait, malgré le fait qu'on est en train de se rendre compte que c'est en train de tout empoisonner et nous avec, eh ben il y a une résistance très importante de ces gens de l'agrochimie et de leurs bras armés que sont les dirigeants de la FNSEA, avec voilà, en numéro 2, le sucre, numéro 1, Sophie, enfin, Le groupe Avril, Avril. voilà, qui est quand même Groupe Avril un et puis leader, In Vivo, hein, qui est le représentant voilà, du regroupement de plus de 200 coopératives, hein. exactement. Lactalis, qui est en train de tout racheter, y compris aux États-Unis. Ils viennent de passer leader aux États-Unis. Ils ont racheté la dernière fromagerie indépendante de France, qui était la fromagerie des Poisses. Donc, bah, ça y est, en fait, maintenant, il n'y a plus aucune fromagerie véritablement indépendante dans notre pays. Alors, il y a quand même, je sais plus combien de fromages, là, 400. Oui, Donc, mais enfin, tu vois, si on veut donner un exemple, je te disais, il y a des conventionnels qui fonctionnent comme des bio. On a l'exemple chez nous, les AOC, le Comté, le Maroilles, le Beaufort, ils n'ont pas besoin d'être bio. Regarde comment ils travaillent. Ils travaillent qu'avec du bah, foin. exactement. Dans le Jura, là, il y a un écolo anti-chasse qui d'un seul coup s'est pris à l'élevage dans le Jura. Bah, manque de peau pour lui, parce que s'il y a bien un élevage, enfin, pardon, du comté, s'il y a bien un fromage qui est quand même, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'écologie parfaite, en fait. Alors, à part l'agriculture biologique, je veux dire, tout l'élevage extensif en France de bovins, l'élevage bovin, il est quand même Oui, majoritairement extensif. voilà. C'est carrément hyper écologique, mais faut aller expliquer ça aujourd'hui aux écolos, c'est très difficile Très parce que difficile. on leur a dit que le problème, c'était l'élevage parce que pour faire 1 kilo de viande, soi-disant, on émettrait des quantités stratosphériques de gaz à effet de serre et que ça consommerait je sais pas combien de milliers de litres d'eau. Mais parce que Sophie Protéol, Avril, il rêve que d'une chose, c'est qu'on bouffe du soja transgénique dans des quantités stratosphériques. Il faut tuer l'élevage parce que l'élevage, c'est faiblement mécanisé. Comme on a dit, c'est extensif. Ça consomme peu d'intrants, peu de machines. Et ça, c'est chiant, ça, quand on vend des machines, des intrants et qu'on est en financier aussi au Crédit Agricole. Donc, il y a une volonté de tuer l'élevage, il y a un lobbying énorme autour de l'élevage et énormément des informations. Les écolos en ville, ils savent pas que le maraîcher bio, il fait pousser ses légumes avec des quantités phénoménales de bouse de vache. S'il y avait pas ça, bah, on mangerait pas grand chose en légumes, hein. Et donc, les gens sont désinformés depuis Bah, très longtemps. l'élevage est indispensable dans les écosystèmes. Et pour un petit peu conclure, et puis je te réinviterai, on fera d'autres émissions parce que tu as plein de choses à dire. Oui, Alors, bien sûr, ce qui est reproché, tu vois, c'est que, bon, il y en a qui utilisent c'est Bayer qui produit, le gros est produit par Bayer, hein, c'est produit en Allemagne, et Syngenta, le Suisse, hein. Et donc, je vois par exemple les fleurs coupées, elles reviennent à côté de chez moi à Angers, chez les horticulteurs, et elles sont conduites avec des pesticides au Kenya, en Colombie et en Éthiopie, des molécules qui sont interdites en Europe, hein, et eux, ils les utilisent là-bas. Bon, ça, bien sûr, on le sait, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? ben, le truc, c'est que c'est compliqué parce qu'en fait, alors, faut aussi savoir un truc, c'est que c'est pas parce que c'est interdit chez nous
que ça a pas été interdit parce que c'était plus toxique. Comme j'ai dit, en fait, chaque substance nouvelle est toujours plus toxique que l'ancienne à cause de ce phénomène de résistance. Si on arrive à faire interdire des substances chez nous, c'est parce qu'elles sont tellement vieilles qu'on a vraiment réussi à démontrer là, une corrélation directe entre telle substance et telle maladie, qui est vraiment indiscutable aujourd'hui au niveau de l'EFSA. Et de toute façon, je vais vous dire, Bayer, BASF et Syngenta, eux, ils veulent vendre les nouvelles substances qui Oui. sont toujours sous brevet, Ah oui. parce que les brevets tombent, mes amis. Les brevets tombent tous les 20 ans. Et donc aujourd'hui, des fabricants de glyphos, il y en a plein. Il n'y a plus du tout que Bayer. Au Moyen-Orient, il y a plein de marques. Oui. Enfin bon, Oui. et donc eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre les dernières substances. Donc qu'on interdise les vieilles, en vrai, ça les arrange bien. D'accord? Et donc, c'est une espèce de spirale de l'enfer où on n'arrivera jamais à s'en sortir. Mais en tout cas, une substance, elle n'est pas interdite parce qu'elle est plus ou moins toxique. Elle est interdite parce qu'elle est là depuis très longtemps et qu'on a réussi enfin à la faire interdire, c'est tout. Et les nouvelles substances ne sont pas moins toxiques que les anciennes. Bien loin s'en faut, c'est généralement l'inverse, hein, malheureusement. Donc voilà. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'avoue que ce que je fais, c'est que j'essaie de faire comprendre à tout le monde que si aujourd'hui les gamins ça va pas et qu'ils ont un pet au casque, si aujourd'hui le cancer est la deuxième cause des mortalités sur nos enfants en France, si la France est championne du monde du cancer du sein, ce n'est pas parce que la population vieillit, ce n'est pas parce qu'on fume et parce qu'on boit, parce que déjà on a divisé par deux la consommation de Oui. tabac et d'alcool, alors D'accord. que dans le même temps, le taux d'incidence du cancer a été multiplié par deux. Les enfants, ils boivent pas, ils fument pas, ils sont pas vieux. Donc là, à un moment, on va falloir arrêter de se moquer du monde et de raconter n'importe quoi à tout le monde. Moi, je pense qu'on fera interdire les pesticides et ce sera une très bonne chose pour les agriculteurs, mais pas pour des raisons sanitaires. Les gens ne comprennent rien à l'agriculture, Ah non. beaucoup trop compliqué. On ne pèse rien face au blabla de la FNSEA et de l'agrochimie. Par contre, cette histoire de cancer sur les enfants, là, quand même, ça commence à poser question. Et surtout, d'ailleurs, tu me parlais d'Angers, mais tout le coin Angers, Loire-Atlantique, tu l'as dit, il y a beaucoup d'horticulture chez vous. Oui. L'horticulture, c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'il n'y a pas de limite maximale de résidus. Les mecs, le muguet, je pense que c'est la pire culture de France. Et c'est bien pour ça qu'à Nantes, il y a autant de clusters de gamins qui ont des cancers du tronc cérébral. Vous avez peut-être pas vu, je sais pas, mais il y a un village clairement où tout le monde a le cancer. En fait, ça s'appelle Sainte-Pazanne. Il y a eu un Oui. documentaire sur France 2 sur Sainte-Pazanne. Bon, mais c'est terrible, en fait. Ça, il faut que ça s'arrête. Et puis, les agris, ils sont eux aussi empoisonnés. Leurs femmes, leurs enfants sont empoisonnés. Donc, voilà. En tout cas, moi, je peux pas vous donner les solutions à chaque itinéraire technique. Mais sachez il y a des GAB, des guichets d'agriculture biologique, où ils ont les itinéraires techniques pour faire sans, pour rendre leur autonomie aux agris. Il y en a dans tout le territoire français. Même si vous prenez pas le label bio, ils vous aideront, ils vous renseigneront, ils vous mettront en contact avec d'autres agris qui, eux, ont fait cette démarche avant vous, qui pourront vous aider, etc. D'ailleurs, il y a souvent un phénomène de contamination, c'est assez marrant, quoi. Il y a un agri qui d'un seul coup passe en bio, puis les voisins ils se disent il est complètement fou, puis finalement ils se disent ben dis donc il est pas mort, et puis ils gagnent encore de l'argent, c'est incroyable, et donc ils commencent à s'intéresser, et puis finalement eux aussi ils passent en bio, Mais, et franchement mais tu ils sont sais, toujours plus Hélène, heureux. moi, mon père, au départ, quand j'étais jeune, tout au départ, il était quasi bio. Enfin, on appelle les gens bio, en fait, comme je te Oui, disais. oui, Il y a des sans conventionnels encre. qui étaient bio. Après, il s'est mis à faire du tabac, donc il a utilisé les produits. Après, il a fait du maïs, donc il a utilisé l'atrazine. Mais au début, mon grand-père, c'est sûr, mais même mon père au début. Et en fait, on ne l'appelait pas bio. Parce Bah oui, bah non, il travaillait avec des produits. Tu vois ce c'était que je veux dire? l'agriculture conventionnelle. Voilà. C'est ça la vraie agriculture conventionnelle. Voilà. L'agriculture conventionnelle de maintenant, en fait, c'est l'agriculture chimique et la vraie agriculture qu'on a fait pendant des millénaires, que les paysans ont pratiqué pendant des millénaires. Et moi, j'ai même, enfin, il y a des mecs qui me disent, moi, mon père, il avait 10 vaches, il vivait bien mieux que moi aujourd'hui avec beaucoup plus de vaches et il travaillait beaucoup moins. Et en fait, il produisait aussi d'autres choses qu'on pouvait manger sur la ferme. Il y a aussi ça. Moi, le nombre de mecs qui vont dire, on mange pas ce qu'on produit, en fait. On en est là. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est ce qu'ils mettent dans leur bouffe et du coup, ils veulent pas en manger eux-mêmes. Enfin, et pourtant, on achète une autre nourriture qui est quand même contaminée en réalité. Voilà. Donc, Voilà. Sauf ceux, ce qu'on appelle en modèle extensif, en vache allaitante et oui, en mouton, eux, ils consomment leurs produits. Parce qu'ils voilà. sont dans des modèles, voilà. Voilà. Et puis, bah,
le truc, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à vraiment redévelopper cette vraie polyculture où on utilise le fumier pour faire pousser d'autres choses. On met les vaches dans des prés vergers. Moi, c'est incroyable. Les éleveurs ici m'ont expliqué que les vaches étaient incroyablement intolérantes aux pommes et que les pommes les intoxiquaient. J'étais là, mais bon sang. Enfin, je veux dire, en Normandie, si on mettait pas les vaches sous les pommiers, je voudrais bien savoir où on les mettait. Enfin, et c'est de la désinformation, en fait. Ils sont désinformés. Et j'ai eu beau essayer d'expliquer que non, les vaches n'étaient pas allergiques aux pommes. Bon, ils se sont dit, elle est folle, c'est une Nima parisienne, là, elle raconte n'importe quoi. Ou comme j'essayais de dire, et ça c'était une réunion de la chambre il y a 3 ans à cause de la sécheresse, écoutez, peut-être qu'il faudrait récupérer l'eau de pluie et donner ça à boire à vos vaches, peut-être plutôt que l'eau de source, parce que nous ici, on n'a que des petites sources de surface, hein, il y a 0 réservoir dans mon coin. Donc les étés où il fait très très chaud, ça commence à quand même poser un peu des problèmes de partage de l'eau. Qu'une vache charolaise allaitante, elle boit 80 litres, les taureaux, je sais même pas combien ils boivent, enfin ça doit être encore bien plus. Non, pas forcément plus. Ouais. Pas forcément plus, bah, Non, attends, c'est parce qu'un les taureau vaches charolais, c'est 1 tonne et demie. Hein. les vaches laitières, tu vas de 80 à 120. Quand il fait chaud, une vache Ok, laitière va boire jusqu'à 120 litres. Mais une vache allaitante va boire moins. un petit peu moins, ouais. Ouais. Mais tout ça pour dire que quand je leur ai dit il faut récupérer l'eau de pluie, bon, heureusement, il y avait des papiers de la Chambre nationale où ils expliquaient qu'il fallait récupérer l'eau de pluie des stabules et donner de l'eau de pluie à boire aux bovins. Mais ils m'ont dit, mais jamais, mais on n'a jamais fait ça. Moi, mais nous, ça fait, je sais plus ce qui m'a sorti, ça fait 300 ans qu'on est éleveur de charolais ici, mais c'est pas vrai, on n'a jamais. J'étais là, mais donc avant, genre, ils allaient pomper l'eau à la source pour donner, enfin, bon sang, mais c'est impossible, arrêtez de raconter n'importe quoi. Et donc, c'est pareil, les mecs qui sont les irrigants, qui sont les mêmes qui font le drainage, qui sont aussi les irrigants, qui s'occupent de tout ce qui est de l'eau, c'est les mêmes partout et ils racontent tous n'importe quoi. D'ailleurs, ils sont même dans les comités de bassin partout, dans les départements, les com-com. Enfin, c'est un sacré Oui, bazar. oui, Et donc, je sais bien. les C'est la agris sont FNSEA. malheureusement C'est la FNSEA. désinformés. Ce que je te propose, parce que l'émission est pas assez longue et après on va être long, c'est qu'on va en refaire au moins une deuxième pour re-rentrer un peu plus dans les détails. D'accord? Bah oui, avec plaisir. Hein? Et Donc, voilà. Et donc, on n'a pas parlé des épidémies. Juste un mot. Si les épidémies explosent, il reste 4 minutes, mais je me dépêche. Si les épidémies explosent, et c'est vrai, donc on le voit sur nos élevages, c'est aussi par les pesticides. C'est-à-dire que on fait le ménage, il reste plus que la place pour les pathogènes qui sont devenus résistants à tout. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien, les pathogènes prennent la place. Et donc, moins il y a de diversité, plus on va sélectionner que des pathogènes. Et c'est pour cette raison que les épidémies explosent en fait partout sur nos animaux d'élevage. Et malheureusement, on n'en est qu'au début et c'est pareil sur les cultures, donc c'est assez délétère. Et c'est bien triste pour nos agriculteurs et de toute façon pour nous aussi. Hein. oui, moi je sais qu'une des réponses, hein, c'est avoir des fermes à taille familiale, pas avoir Oui, des 500 000 hectares, hein, parce que j'ai un oui, copain qui a perdu 1000 hectares d'orge en un quart d'heure en Roumanie avec une nuée de grêle, donc ça marche pas ça. Donc c'est des fermes à taille humaine et c'est la rotation des cultures. C'est-à-dire qu'un céréalier, il peut pas faire de la monoculture. Faut qu'il implante une luzerne où il va travailler avec des éleveurs. Et ça, ça répond pas à tout. Mais c'est déjà très important, ça, la rotation des oui, cultures. tout à fait. La rotation des cultures et des variétés population et de la semence de ferme. Tout Et à puis fait. tout va bien se passer là, hein. À partir de là. Et puis la biodiversité va revenir. Les oiseaux qui mangent les insectes dits ravageurs, ils vont revenir. Tous les petits batraciens, pareil là, hein, les chauves-souris, les lézards, toute cette petite faune qui en fait mangeait les insectes, qui a Oui, bien sûr, malheureusement bien sûr. disparu. Donc On voilà, mais c'est va, un sujet hyper intéressant, on va la s'arrêter là, biodiversité. Hélène. Il faut qu'on Ouais, refasse au moins une émission, je dirais même deux, parce que ça marche. t'as beaucoup de choses à dire, donc on se recontacte rapidement. Voilà. Je te dis merci beaucoup Merci à toi, Philippe. et à bientôt. Salut tout le monde, à bientôt. À bientôt. Merci, Hélène.